la modification de la doctrine nucléaire russe, elle a amené beaucoup de propagande ou de contre-vérité, des grands débats, si j'ose dire, entre l'Ukraine et ses soutiens occidentaux. C'est l'utilisation de missiles balistiques ou de missiles de longue portée pour frapper des cibles à l'intérieur du territoire russe. L'intervention des forces russes en Ukraine reposait sur deux objectifs stratégiques qui n'ont pas toujours été bien compris aussi en Occident. En gros, nous sommes dans une phase sérieuse, grave, dangereuse du conflit actuel qui pourrait déraper et nous amener réellement sur une escalade nucléaire. Alors la nouvelle doctrine nucléaire de la Russie, elle a évolué pour refléter le contexte actuel. Ce n'est pas la première évolution, on a eu déjà une évolution en 2020 où elle avait été mise à jour pour refléter le fait qu'il y avait des menaces existentielles contre la Fédération de Russie qui pouvaient amener à l'usage de la force nucléaire. Peut-être aussi, avant de parler de cette modification récente, il est important de rappeler que depuis le début du conflit en Ukraine, la rhétorique nucléaire n'est pas venue d'abord de la part du Kremlin, contrairement à ce qu'ont dit des journalistes, qu'on a pu entendre par des experts. Vous pouvez simplement regarder chronologiquement depuis le début de 2022. La rhétorique, je vais dire, nucléaire russe a toujours été en réponse, clairement en réponse, à des déclarations qui venaient de gouvernements occidentaux et qui menaçaient, par exemple, ou qui parlaient d'abaisser un seuil nucléaire. Donc, après la modification de 2020, la doctrine militaire et nucléaire russe qui a été modifiée en 2024, eh bien, elle abaisse le seuil d'utilisation nucléaire par la Russie. Pas pour des buts d'agression, pas comme on l'entend pour créer une pression ou ce qu'on entend un chantage nucléaire, mais pour refléter un changement de contexte sécuritaire dans lequel la Russie se sent gravement menacée. Alors, quels sont les points essentiels aussi de cette modification? Eh bien, la Russie pourrait utiliser des armes nucléaires dans un plus grand nombre de cas de figure. C'est donc ça ce qu'on appelle abaisser le seuil d'utilisation nucléaire. Une attaque contre la Biélorussie, nucléaire par exemple, ou qui menacerait l'existence de la Biélorussie, pourrait amener à une réponse nucléaire de la part de la Russie, qui d'ailleurs a stocké de l'arsenal nucléaire sur le territoire biélorusse, qui a amené les Biélorusses aussi à réviser leur doctrine sur la neutralité et sur le nucléaire aussi, puisque la Biélorussie était un pays antinucléaire. Les autres éléments qui ont été introduits, c'est qu'en cas de lancement de missiles balistiques et qu'il y aurait des informations à ce sujet, les missiles balistiques qui seraient lancés depuis des pays occidentaux, eh bien, ça serait une condition suffisante pour qu'il y ait une réponse nucléaire. Ensuite, il y aurait aussi l'utilisation d'armes conventionnelles pouvant menacer l'existence de la Russie. On a aussi une frappe nucléaire, donc ça c'est un peu plus classique. Et puis, un autre point aussi qui est important dans cette modification, c'est le fait que la Russie pourrait répondre de manière nucléaire si ses infrastructures lui permettant de répondre ou en tout cas de situer, d'évaluer le risque nucléaire ou une frappe adverse seraient attaquées. Plus clairement, c'est ce qui s'est passé il y a un petit moment lorsque des drones ukrainiens sont pris à des infrastructures critiques nucléaires russes, notamment les radars qui permettaient de détecter des lancements potentiels de missiles nucléaires de la part de pays de l'OTAN. Et donc ce dernier point, c'est une référence directe à ça. Si la Russie à un moment est aveugle ou sourde par rapport à cette menace, elle pourrait répondre. Donc voilà les éléments essentiels qui ont été amenés par cette modification récente de la doctrine nucléaire russe. Donc encore une fois, ce n'est pas un chantage ou une menace, elle reflète un contexte sécuritaire qui s'est dégradé, ou en tout cas qui est jugé bien plus menaçant par la Russie, notamment eu égard aux actions qui ont été menées par l'Ukraine, comme je l'ai dit tout à l'heure, contre des radars russes qui permettaient de l'informer sur tout lancement de têtes nucléaires de la part de puissances adverses.
Et puis aussi, et c'est en réponse à différentes attaques de drones et à la tentative, on pense peut-être, des Ukrainiens d'avoir cherché, en rentrant dans l'oblast de Koursk, à contrôler la centrale nucléaire de Koursk. Voilà. La modification de la doctrine nucléaire russe, et là, comme tout ce qui touche d'ailleurs à la question militaire nucléaire russe, elle a amené beaucoup de propagande ou de contre-vérité. Comme je l'ai expliqué aussi, depuis le début de cette phase du conflit en Ukraine, on n'a pas cessé d'entendre que la Russie menait un chantage nucléaire, soit par rapport à ses arsenaux, à la menace de frapper des objectifs, imaginons. Or, dans les discours et les déclarations de Vladimir Poutine, d'autres officiels russes, il n'en est rien, c'est à chaque fois en réaction à des menaces verbales, même qui viennent de l'Occident. Donc là, rien ne change pour les Occidentaux. C'est une stratégie, on va dire, de terreur nucléaire que la Russie veut employer contre l'Ukraine et les pays occidentaux. Souvenez-vous, c'est un peu le même narratif qu'on a entendu sur, alors non pas du nucléaire militaire, mais du nucléaire civil, lorsque les forces russes avaient occupé, et occupent toujours d'ailleurs, la centrale nucléaire de Zaporozhye, où on explique que c'est une forme de chantage nucléaire, ce qui ne fait pas du tout de sens. Donc là, c'est la même perspective où on ne va pas regarder le fond de la doctrine nucléaire russe. Par exemple, encore une fois, au cours des 2 dernières années, on a entendu même d'experts et de stratèges occidentaux énormément de contre-vérités, notamment, par exemple, sur une volonté russe d'utiliser des armes nucléaires de manière offensive. Ça n'a jamais fait partie de la doctrine nucléaire russe depuis 1991, jamais. Ou sur un usage tactique. Et il n'y a pas, dans la doctrine, encore une fois, nucléaire russe, en tout cas jusqu'à présent, je n'ai pas vu d'éléments en ce sens, pas d'usage tactique sur le champ de bataille d'armes nucléaires, et il n'y a pas, en vérité, d'armes nucléaires tactiques. Peut-être que ça changera, mais en tout cas, ça n'était pas le cas jusqu'à présent. Et puis, pour revenir aussi sur cette critique qui est faite constamment envers la Russie, il n'est pas inutile de rappeler justement dans le domaine du nucléaire militaire qu'il y a eu la résolution 984 du Conseil de sécurité sur le fait d'utiliser des armes nucléaires contre des pays non nucléaires. Il y a un seul pays qui n'a pas émis de réserve, c'est la Chine. La France, la Grande-Bretagne, la Russie et les États-Unis ont émis des réserves, c'est-à-dire qu'ils ont émis des réserves sur le fait qu'ils pourraient qu'ils pourraient, s'ils le jugeaient bon, attaquer nucléairement un pays non nucléaire. Et ça, c'est un point qu'on retrouve aussi dans cette modification de la doctrine nucléaire russe, et c'est une référence directe à l'Ukraine. Le fait qu'un pays non nucléaire, soutenu par un pays nucléaire, attaque un autre pays nucléaire, ça ne le protège pas. Le fait que l'Ukraine est une espèce de bouclier nucléaire américain, britannique ou français, même si en vérité, ça n'est pas exactement un bouclier nucléaire et que l'Ukraine ne peut pas l'utiliser, cette forme de protection, en vérité, n'amènerait aucune immunité à l'Ukraine ou à un État qui utiliserait cette stratégie. La Russie répondrait nucléairement si elle juge que c'est nécessaire et que ses intérêts vitaux ont été menacés. Donc encore une fois, il y a une escalade, mais ce n'est pas la Russie qui a été à l'initiative. La Russie n'a fait que répondre après, à chaque fois, plusieurs avertissements émis par la présidence, par les affaires étrangères ou par le ministère de la Défense. Et à chaque fois, ce n'est qu'après qu'il y a eu une mise à jour de la doctrine nucléaire ou de pratiques ou de théories militaires par rapport à la menace occidentale. Alors on a une des grandes questions, un des grands débats, si j'ose dire, entre l'Ukraine et ses soutiens occidentaux, c'est l'utilisation de missiles balistiques ou de missiles de longue portée pour frapper des cibles à l'intérieur du territoire russe. C'est ce qu'on entend avec cette histoire des ATACMS ou des Storm Shadow. Il y a un point peut-être qu'il n'est pas inutile de rappeler, c'est que l'Ukraine a déjà frappé à plusieurs reprises l'intérieur du territoire russe sans avoir eu recours à des armes, à des missiles balistiques, à des missiles de longue portée. Elle l'a fait avec des drones.
Et dans plusieurs cas d'ailleurs, il y a eu des morts civiles. Il y a eu des objectifs civils qui ont été touchés à plusieurs reprises. Sans compter aussi, on en a parlé tout à l'heure, cette base de radar qui sert pour le dispositif de défense nucléaire de la Russie. Alors, il y a des gens dans les milieux occidentaux, dans les milieux stratégiques occidentaux, qui poussent pour que l'Ukraine puisse faire ce type d'attaque, pour qu'elle obtienne une forme d'avantage face à la Russie. En vérité, ce ne serait pas un avantage décisif, puisque si on regarde les différentiels en termes de quantité d'équipements à disposition, de qualité, de financement et de ressources humaines disponibles pour combattre, quel que soit le levier que va chercher l'Ukraine à un moment, ça ne lui permettra pas de gagner face à la Russie. Sauf si, évidemment, et là on tombe dans un scénario catastrophe, sauf s'il y a un engrenage qui amène à une frappe nucléaire contre la Russie, chose qui amènera à une destruction également de l'Ukraine et d'une bonne partie de l'Europe. Et ce qui n'est pas inutile de rappeler, c'est une position qui a été rappelée à plusieurs reprises par le gouvernement russe, qu'il n'y a au final aucune rationalité à un engrenage, à une escalade nucléaire et à un usage d'armes nucléaires, puisqu'à la fin, très peu de personnes survivront. Alors, l'Ukraine, on le sait, au niveau de ses armements et du nombre de combattants qui sont mobilisables, de leur entraînement, que ce soit la quantité et la qualité, l'Ukraine ne pourra pas l'emporter seule, évidemment, face à la Russie. Avec ses alliés, elle peut obtenir quelques, parfois, petites victoires temporaires, on l'a vu, ou en tout cas donner l'impression à un moment de reprendre le dessus. Tous les territoires, par exemple, que l'Ukraine avait repris l'année dernière, elle les a perdus. La Russie vient de les reprendre. Donc pour que l'Ukraine ait finalement, comment dire en anglais, un edge, un avantage par rapport à la Russie, eh bien on a eu l'idée, certains États ont l'idée finalement de lui offrir cette protection nucléaire, une espèce de parapluie. C'est-à-dire que l'Ukraine, pousser l'Ukraine à mener des actions toujours plus risquées, toujours plus aussi dangereuses par rapport au territoire russe en s'attaquant, parce qu'il y a eu des civils russes qui ont été tués à Soudja ou dans la région de Koursk. À un moment, pour la Russie, il fallait rappeler aussi aux alliés peut-être de l'Ukraine qu'il y a une limite, qu'on ne peut pas tout faire sur un champ de bataille. Il y a eu des soutiens de l'Ukraine étrangers qui ont été touchés par des attaques russes. Vous avez mentionné le cas de Poltava avec potentiellement des instructeurs suédois. On a eu le cas aussi à Kharkov où il y avait des instructeurs français. Il y en aurait eu aussi dans d'autres régions. Instructeurs ou peut-être même aussi parfois des combattants, des gens qui assistent les Ukrainiens pour utiliser certains systèmes d'armement comme les canons César ou autres. Donc à un moment, il était devenu clair aussi pour la Russie de rappeler à l'Ukraine et à ses soutiens qu'il y a une notion qui est celle de co-belligérance. Parce que s'il y avait un conflit, je ne sais pas, entre le Mexique et les États-Unis, que la Russie dit aux États-Unis « nous ne faisons pas partie du conflit, mais on fournit des armes, on entraîne les Mexicains et on pousse à ce qu'ils aillent plus loin dans le territoire américain et autres », à un moment les États-Unis diront « mais attendez, vous êtes quand même impliqués ». Donc cette modification qu'on a eu aussi dans la doctrine nucléaire russe, c'était de rappeler aux Occidentaux qu'il y a des coûts par rapport à certaines décisions et qu'ils ne peuvent pas avoir une forme d'immunité, comme c'est souvent le cas dans les guerres qu'ils ont menées, où ils ont une immunité par rapport au droit international, par rapport aux violations de ce droit international qu'ils ont commis par rapport à des civils ou autres. Donc pour la Russie, c'est de rappeler aux Occidentaux qu'il y a maintenant des coûts possibles à ce soutien, que aussi l'Ukraine va toujours plus loin dans les attaques, ou tente d'aller toujours plus loin dans les attaques contre la Russie ou contre le territoire pour essayer d'obtenir cet avantage de faire pression sur la Russie pour l'amener à la table des négociations. Or, l'Ukraine, à un moment aussi, doit faire face aux conséquences de ses actions. Et c'est ce que rappelle la Russie par cette modification de sa doctrine nucléaire. C'est qu'à un moment, il y aura une limite, ou que les limites ont été franchies, et qu'il y aura co-belligérance. Et s'il y a co-belligérance, dans ce cas-là, les pays de l'OTAN pourraient être frappés par des frappes conventionnelles ou non conventionnelles russes, nucléaires notamment, si la Russie considère qu'elle est menacée dans ses intérêts vitaux. Alors cette escalade un peu, ou ce que certains souhaiteraient comme escalade pour essayer d'obtenir un avantage stratégique sur la Russie,
À chaque fois, ça amène une escalade avec des risques nucléaires. Et ça, cette option dangereuse, elle est souvent le fait du gouvernement britannique. À plusieurs reprises, on a entendu notamment que certaines actions un peu spectaculaires menées par l'Ukraine, par exemple l'attaque contre Nord Stream, l'attaque contre l'oblast de Koursk avec l'occupation de Soudzha, ce sont des opérations qui d'ailleurs, il faut être franc, stratégiquement et sur l'avenir et le long terme pour l'Ukraine ne lui apporteront pas grand-chose, c'est même une perte de ressources. Maintenant, ce genre d'action spectaculaire, on pense que c'est plutôt sur incitation des Britanniques. Et à chaque fois, on a remarqué que les États-Unis étaient bien plus prudents et que quand il y avait un emballement, on va dire, rhétorique, discursif de la part de la Maison-Blanche, très rapidement, la Maison-Blanche se calmait et souvent, on avait le Pentagone derrière qui était bien plus rationnel. Il ne faut pas oublier que ce sont quand même des militaires. Et je pense que les États-Unis sont conscients de ce que cette escalade pourrait amener en termes de risque nucléaire. Et puis surtout aussi, au final, ceux qui paieraient le prix, le coût le plus cher là-dedans, si on met à part évidemment la Russie, les militaires et les civils russes, mais ce sont les Ukrainiens. Les Ukrainiens, les civils, comme les militaires. C'est eux qui payent déjà le prix et qui paieraient un coût plus élevé. Ce qui n'est pas le cas des Britanniques, ni d'ailleurs des autres soutiens de l'Ukraine. Alors, dans les relations russo-occidentales, peut-être qu'il serait intéressant de distinguer justement la position des États-Unis et la position de la Grande-Bretagne, puisqu'il semble quand même maintenant depuis un certain temps que les États-Unis, tout en ayant parfois une rhétorique agressive, ils reviennent très vite à la raison et ils sont capables de se mettre des limites. Et on l'a vu à plusieurs reprises. Par rapport justement à cette question de frappe ukrainienne à l'intérieur du territoire russe avec des Storm Shadow, des attaques MS. Les États-Unis, à chaque fois, semblent comprendre aussi le risque d'engrenage et les coûts humains et autres que pourraient subir l'Ukraine et les alliés de l'Ukraine. Donc les États-Unis souvent se modèrent. Et la Grande-Bretagne, à l'inverse, a l'air d'être bien plus radicale. Par exemple, on suppose que la Grande-Bretagne est derrière l'opération de Nord Stream. Certains supposent aussi que la Grande-Bretagne a poussé à l'opération dans l'oblast de Koursk. Et pour toute une autre série d'opérations, ou parfois aussi d'opérations qui ont visé à assassiner, par exemple, des personnalités politiques russes dans les oblasts ukrainiens contrôlés par la Russie, les membres des nouvelles administrations, ou pour des personnalités ou journalistes russes qui ont été tués en Russie au cours des 2 dernières années. On suppute souvent que les Anglais sont présents là-dedans. Alors je ne sais pas s'il y a un intérêt stratégique et rationnel pour la Grande-Bretagne là-dedans, c'est jouer avec le feu. Par contre, ça rappelle aussi souvent le type d'opération que la Grande-Bretagne a mené durant la Seconde Guerre mondiale, comme les opérations sur le nord de la France ou bien en Méditerranée ou au large des côtes africaines, des opérations commando très spectaculaires, mais qui souvent n'avaient pas un véritable intérêt ou impact stratégique de long terme. Donc c'est plus, on pourrait dire, du PR, du Public Relations, tenter de mobiliser peut-être aussi le soutien autour de l'Ukraine, de dire non, que ce n'est pas désespéré, les Occidentaux font des actions d'éclat, justement. Donc c'est peut-être plus du marketing. Mais c'est une communication, un marketing qui est dangereux et qui peut amener à une escalade. Ensuite, il y a peut-être une explication qui n'est pas forcément la mienne, qui est une explication sur le long temps historique. Et certains pensent que depuis le 19e siècle, au 18e, 19e siècle, l'Angleterre ou la Grande-Bretagne n'a pas cessé sa rivalité avec la Russie. Sur la question, souvenez-vous du grand jeu en Asie centrale, mais aussi au Caucase, les Britanniques ont soutenu, notamment un certain personnage écossais, Lord Urquhart, avait soutenu les insurrections des Circassiens et d'autres populations au 19e dans le Caucase, avec d'ailleurs le soutien d'exilés polonais. Et on a l'impression parfois que cette stratégie, ce mode opératoire des Britanniques, cette volonté d'abattre la puissance russe sur le continent européen, eh bien les Anglais le font de manière plus agressive que les Américains. Et certains considèrent aussi que la Russie n'est pas tant que ça le grand adversaire des États-Unis, c'est plutôt la Chine, le grand adversaire des États-Unis, et que la Russie serait plutôt, historiquement, depuis 200 ans, l'adversaire de la Grande-Bretagne, puisqu'elle empêche la Grande-Bretagne de développer son influence en Europe, en Asie centrale ou ailleurs.
Alors, on se souvient de la fameuse déclaration de Macron qui veut envoyer des gars au sol, des troupes au sol, comme il l'a dit, comme si d'ailleurs des troupes au sol, quel que soit troupes au sol, si les troupes au sol étaient suffisantes, des petits contingents étaient suffisants à faire gagner l'Ukraine, ce n'est pas le cas. Alors, il est possible aussi qu'il soit revenu là-dessus, puisqu'il y a eu peut-être dans l'establishment militaire français, même si souvent les généraux d'état-major, les généraux carriéristes proches du pouvoir n'aiment pas trop froisser justement le pouvoir en place, et ont plutôt tendance à aller dans ce sens-là. Mais il est possible que certains aient rappelé aussi à Macron que nous aurions là une escalade, un engrenage qui amène à une co-belligérance claire. Maintenant, il ne faut pas être naïf. Il y a, si on se focalise juste sur le cas français, comme vous venez de le mentionner dans votre question, le cas de Macron, la France, vous avez, en termes de citoyens français qui combattent en Ukraine, vous avez déjà les volontaires qui ont rejoint la Légion internationale ukrainienne, parmi lesquels il y avait des personnes qui n'avaient aucune expérience militaire et dont une partie était repartie assez rapidement après la frappe contre leur base à Yavoriv. Vous avez des vétérans qui, eux, sont dans la Légion internationale ukrainienne. Bon, c'est déjà une chose, et que les Russes considèrent comme des mercenaires. Et puis vous avez encore deux autres cas de figure, des militaires français qui peuvent être déployés sur place pour former les Ukrainiens, loin du champ de bataille, pour les former à des techniques de combat, à l'utilisation de matériel, comme par exemple aussi on pourrait dire les canons César. Certains ont évoqué le fait que des Français étaient en train d'encadrer aussi sur le terrain directement en situation de combat, notamment pour l'utilisation des canons César, qu'ils pourraient encadrer les troupes ukrainiennes, donc directement en situation de conflit. Et puis, il y a l'autre cas de forces françaises, de forces spéciales ou du renseignement qui opéreraient sur le champ de bataille pour le compte des Ukrainiens ou en coopération avec les Ukrainiens et puis aussi pour le compte des pays membres de l'OTAN, ce qui est quelque chose qui n'est pas du tout du registre du fantasme de Hollywood, c'est quelque chose qui se passe dans de très nombreux conflits armés. Ce ne serait pas du tout une première dans ce cas-là. Donc il n'est pas impossible que Emmanuel Macron aussi pour des raisons de sécurité de ce personnel français qui est déployé et pour ne pas justement donner d'arguments sur l'engrenage et la co-belligérance aux Russes, eh bien, il se soit montré un peu plus raisonnable. Mais c'est une question qui est intéressante aussi parce qu'on a eu un certain nombre en France de personnel militaire morts en exercice. C'est quelque chose qui peut arriver, mais ces 2 dernières années, on a eu des personnes mortes en exercice ou morts dans des opérations soi-disant à l'étranger. Et on a des familles, des femmes notamment, de militaires qui demandent où sont leurs maris. C'est un cas en France. Alors l'armée, on l'appelle la grande muette en France, évidemment, puisque tout ce qui touche à l'armée est très sensible et c'est très rarement porté sur la place publique. Mais il y a des femmes de militaires qui sont en train de demander des comptes à l'État, puisqu'il y a des personnes qui seraient mortes en exercice ou à l'étranger, loin de l'Ukraine, mais en fait, elles seraient mortes, ces personnes-là, sur le champ de bataille ou sur le théâtre d'opération ukrainien. Voilà. Il y a aussi une chose, c'est encore une fois ne pas donner d'argument aux Russes qui parlent de co-belligérance et qui rappellent à l'OTAN que finalement ce n'est plus un soutien moral ou financier ou humanitaire, mais c'est un vrai soutien militaire qui est fourni à l'Ukraine et qu'un soutien militaire c'est une co-belligérance. Il y a peut-être aussi le fait que la France, quand elle est impliquée dans un conflit, elle s'en doit notamment bien passer par le Parlement. Cette question doit être amenée devant le Parlement. Alors, le Parlement français, ça serait intéressant de le voir débattre de la question ukrainienne, de l'implication en Ukraine. Maintenant, le Parlement français, pardon, quand on regarde la position de beaucoup de parlementaires français et de parlementaires français au Parlement européen aussi, il y a une unanimité à soutenir l'Ukraine. Par contre, si la question d'une véritable entrée en guerre ou du véritable coût que la France serait prête à supporter dans une véritable entrée en guerre, si cela était amené au Palais Bourbon, je pense que les parlementaires français réfléchiraient et seraient peut-être très réticents à rentrer en guerre dans ce conflit. Maintenant, il n'est pas inutile aussi de rappeler que la France officiellement n'est plus en guerre depuis peut-être la guerre d'Algérie,
mais que toutes les opérations militaires auxquelles la France a participé depuis, ce sont des guerres, des vraies guerres. Il y a des morts, il y a des blessés. Mais la France ne les considère pas comme des guerres. On les appelle des opérations extérieures. C'est une manière, un peu un euphémisme, une manière de banaliser les interventions françaises à l'étranger et que les citoyens français ne s'inquiètent pas, ne pensent pas que la France est en guerre finalement depuis 1945. On est toujours en guerre dans différents théâtres d'opérations étrangers. Ça donne l'impression que le risque aussi est maîtrisé. Donc le Parlement aussi sur cette question-là, il faut se rendre compte, donc depuis 1945 sur les opérations extérieures, le Parlement n'a pas été consulté. Le Parlement va prendre des décisions sur le budget, sur des questions de défense, mais sur l'envoi de troupes, ce n'est pas le Parlement qui a décidé à chaque fois. On a fait passer ça soit par des accords de défense, des accords de coopération, ou bien face à une menace imminente, comme cela s'était passé aussi sur l'envoi d'un contingent français en Irak pour se battre contre Daesh, donc contre l'État islamique, il y a quelques années. Il est vrai que si les Français se rendaient compte que la France est entrée en guerre en Ukraine, dans une guerre alors qui dure depuis 2 ans, mais en vérité depuis 8 ans, dans une guerre dans laquelle finalement les Occidentaux ne semblent pas l'emporter, l'Ukraine a perdu plus de 500 000 hommes, il y a encore d'autres chiffres d'ailleurs dont on pourrait parler, qui sont sortis récemment, l'Ukraine dans une situation désastreuse, et pour les Français, ça serait comment dire, l'idée de s'impliquer dans un conflit qui n'amène rien, qui n'amène que des coûts et qui amène peut-être aussi un risque de guerre nucléaire. Pour un pays, la France, qui est finalement dans une situation de, si ce n'est de récession économique, en tout cas de grave crise économique, on en parle beaucoup, mais je pense que la dette française fait que la France pourrait potentiellement aussi se retrouver en tutelle, sous tutelle du FMI, comme c'était arrivé par exemple pour la Grèce ou pour d'autres pays méditerranéens après la crise de 2008. Et donc les Français se rendraient compte que la France est dans une aventure dangereuse qui lui coûte cher au niveau financier et humain, alors qu'elle a bien d'autres problèmes à régler sur son propre territoire. Et les Français se rendraient peut-être compte aussi que la France n'a plus les moyens de ses ambitions, qu'elle a beaucoup d'autres problèmes urgents à régler sur son territoire national et en particulier outre-mer, notamment en Nouvelle-Calédonie, mais aussi dans les Antilles françaises. Dans le contexte actuel là, du conflit en Ukraine, on a remarqué, il est vrai, que ce ne sont pas nécessairement les plus gros États qui sont les plus agressifs dans leur rhétorique, ce sont les petits États du Nord, notamment de l'Europe. On a le Danemark, par exemple, on a aussi les pays baltes, qui font des déclarations, mais qui incitent aussi leurs partenaires de l'OTAN ou de l'Union européenne à prendre des mesures dangereuses qui amèneraient, comme l'ont rappelé d'ailleurs les autorités russes, certains membres du gouvernement russe, que les pays baltes disparaîtraient purement et simplement en cas d'escalade nucléaire. Et ces États-là aussi, peut-être, n'ont pas pour leurs dirigeants politiques, n'ont pas de réalisme politique et de rationalité. Ce sont des États qui n'ont peut-être pas connu de conflit sur leur sol depuis longtemps. Dans le cas du Danemark, bon, c'est un État de l'OTAN qui a participé aux opérations de l'OTAN à l'étranger ces dernières décennies. C'est un État qui devrait savoir ce qu'est une guerre, surtout une guerre lointaine, et qu'on ne gagne pas forcément. Donc il y a ce paradoxe des petits États européens. Certains disent, peut-être parce qu'ils sont petits, ils se sentent menacés, qui veulent avoir recours à des mesures toujours plus radicales. Maintenant, ces petits États européens aussi devraient se souvenir que l'agressivité pour un petit État ne va pas le protéger face à un plus gros État. Il y a un outil qui est la diplomatie. Et que pour d'autres petits États aussi, dans l'histoire, et dans l'histoire des 2 derniers siècles écoulés en Europe, on a quelque chose qui s'appelle la neutralité. Ça a été Luxembourg, la Belgique, la Suisse et d'autres. Neutralité qui n'a pas toujours été respectée, certes, mais la neutralité est un choix de ces pays, c'est un choix souverain, de ne pas être impliqué dans ces conflits, et ce n'est pas juste un choix égoïste. La neutralité qui a permis aussi aux petits pays de faire des zones tampons entre les grandes puissances, d'éviter des escalades et de servir aussi de lieu de médiation, mais aussi plus généralement de facteur de modération. Et en Europe actuellement, il y a un pays qui pouvait encore jouer ce rôle, qui est la Suisse, et qui, par le souhait de ses élites au Conseil fédéral,
est en train de se rapprocher de l'OTAN, puisque Madame Amherd et d'autres ont dit qu'ils réviseraient la neutralité suisse pour l'adapter au contexte et aux réalités actuelles. Réalité et contexte actuel qui poussent justement au contraire à consolider cette neutralité suisse et non pas à rejoindre une organisation qui ne l'emporte pas pour l'instant dans ce conflit en Ukraine. Et il est intéressant de voir cette organisation, l'OTAN, eh bien la Suisse ne l'avait pas rejoint au moment de la guerre froide, où il y avait aussi une menace stratégique, un contexte qui parfois était très inquiétant. Donc c'est un paradoxe qu'on a pour certains petits États qui ne font pas un choix rationnel, qui ne font pas le choix de la modération, qui peuvent mettre en jeu leur sécurité nationale, mais aussi la sécurité et la stabilité de tout le continent. Alors, on a toujours une rhétorique agressive de la part de Washington. Après, souvent, les dirigeants se modèrent quand vient la vraie évaluation de la situation et qu'on comprend qu'il y a un risque d'escalade, notamment nucléaire. C'est une rhétorique aussi pour unir peut-être le Parti démocrate, unir aussi autour de Biden qui a été très affaibli, évidemment. Pour aussi donner l'impression peut-être que l'effort qui a été fait, l'effort humain, financier, militaire par la coalition, par les membres de l'OTAN, ces 2 dernières années, ce n'est pas un effort en vain. D'où la nécessité aussi de bâtir ce narratif que la Russie est menaçante et qu'en fait, depuis 1991, finalement, nous avons toujours l'Union soviétique qui a changé juste de visage, mais qui entend toujours étendre ses frontières. Ce qui d'ailleurs n'était pas forcément le cas de l'Union soviétique durant la guerre froide. On a vu que n'avait pas nécessairement les moyens ou l'ambition à un moment de s'étendre à l'ouest, surtout que le coup, c'était une guerre nucléaire avec éradication des 2 camps. Donc on a besoin à Washington aussi pour que le lobby militaro-industriel puisse tourner, et ces 2 années de guerre l'ont montré, pour tenir l'OTAN et lui donner aussi une raison d'être. Souvenez-vous ce qu'avait dit Macron sur la mort cérébrale de l'OTAN, ou Trump aussi. L'OTAN s'est cherché après 1991 une raison d'être, et ça c'est aussi les stratèges de l'OTAN, des militaires américains et autres membres de l'OTAN, ou bien le porte-parole aussi à l'époque de l'OTAN, Jimmy Shea, au moment de la guerre du Kosovo et des guerres de Yougoslavie, qui avait expliqué que ce conflit, finalement, ce n'est pas tant un conflit pour la sécurité de l'Europe ou d'Européens ou une histoire de valeurs et de droits de l'homme, mais c'était un conflit pour redonner une raison d'être à l'OTAN dans un contexte où la menace soviétique avait disparu, et contexte d'ailleurs dans lequel l'OTAN aura de moins en moins un rôle défensif, mais aura de plus en plus un rôle offensif en agressant des pays hors, justement, de l'OTAN en tant que tel, hors de son champ de compétences, sans qu'il y ait eu de menaces ou d'agressions contre un membre de l'OTAN. Donc on a eu besoin aussi, durant ces 20 dernières années, d'accréditer l'idée d'une menace russe qui n'a jamais existé, puisque quand on regarde la plupart des déclarations qui ont été faites depuis 1991, des accords signés par la Russie ou de ce gentleman agreement qui n'a pas été respecté par les Occidentaux, à savoir sur la non-extension de l'OTAN à l'Est, eh bien la Russie à chaque fois s'est retrouvée un peu, pardonnez-moi l'expression, comme le dindon de la farce. Ce qui a mis d'ailleurs le président Poutine à plusieurs reprises en porte-à-faux par rapport à des éléments plus conservateurs ou plus radicaux en Russie, qui considéraient que ça fait 20 ans que la Russie se fait berner par ses partenaires occidentaux. J'utilise le terme partenaires occidentaux puisque depuis 1991, c'est le terme qui a été utilisé constamment par la diplomatie et la présidence russe. Terme qui n'a aucun équivalent dans le discours politique occidental. Ce terme n'existe pas. On a en France d'ailleurs le terme de couple franco-allemand, mais qui par contre n'existe pas du tout en allemand. Donc on a accrédité cette menace russe, par exemple, en présentant l'opération de février 2022 comme une agression. Et on écoute les journalistes ou des stratèges qui nous disent que Poutine est malade, qu'il a des problèmes mentaux, qu'il vit dans la nostalgie de l'URSS, ce qui est faux. Je peux revenir sur ces 20 dernières années, ces déclarations qu'il a faites pour le public russe, mais aussi pour ses partenaires occidentaux, les différents accords dans lesquels la Russie s'est lancée, le Conseil Russie-OTAN, et ainsi de suite. Il y a eu énormément d'exemples qui tendaient à montrer au contraire que la Russie voulait justement
s'accrocher à ce que Gorbatchev lui-même appelait la maison commune européenne et qui avait été acceptée dès 90-91 par beaucoup de leaders occidentaux, puisque c'était aussi ça qui sous-tendait les accords énergétiques passés avec la Russie, comme le traité sur la charte de l'énergie en Europe, qui n'était pas que, d'ailleurs, dans le domaine purement énergétique, mais il était aussi politique, pour construire ce grand ensemble continental, ce que certains appellent l'axe Paris-Berlin-Moscou, et que les Américains n'ont jamais voulu. Donc il a fallu aussi, pour justifier ces agressions de l'OTAN, justifier l'OTAN, son maintien, et aussi justifier finalement cet interventionnisme américain au cours des 20 dernières années, il a fallu accréditer cette menace que faisait peser la Russie sur ses voisins, en parlant d'invasion des pays baltes. Le seul intérêt qu'a la Russie dans les pays baltes, c'est ses minorités et le traitement des minorités russes. Une question qui a pu se retrouver aussi avec le Kazakhstan, ou avec l'Ukraine, ou avec la Moldavie, enfin tous les pays voisins de la Russie. Donc on a eu le besoin de créer cette menace russe et de ne pas refléter fidèlement ce qui avait été la position stratégique et les discours des leaders russes de ces 20 dernières années. L'opinion publique occidentale a été très formatée par la guerre froide encore et par aussi ça a l'air d'être très anecdotique, mais ça ne l'est pas, par le cinéma américain, par Hollywood. Ce n'est pas anecdotique puisque ça fait partie du soft power et que quand vous demandez à beaucoup de gens, on est dans les clichés, hein, mais c'est malheureusement c'est quelque chose d'important là sur cette question-là. Les gens imaginent toujours la Russie comme un pays gris, comme enfin l'image hollywoodienne, vous avez des barbelés, des miradors, des soldats avec des vieux uniformes soviétiques et des bergers allemands qui gardent la frontière avec des lampes, enfin l'idée d'un espèce de goulag. Pour être allé en Russie, et pour être allé d'ailleurs plus souvent en Ukraine qu'en Russie, je pourrais comparer les deux pays et voir aussi les choses. La Russie, sur les 20 dernières années, a beaucoup évolué. La génération actuelle aussi en Russie, les jeunes n'ont pas connu les mêmes choses. La société russe a beaucoup évolué. Il y a eu un attrait très fort pour l'Occident, pour la culture occidentale depuis la fin de la guerre froide. Il y a eu une occidentalisation de la société russe. Contrairement à ce qu'on imagine, il y a très peu de rhétorique agressive envers l'Occident, en particulier dans la nouvelle génération. Mais il y a eu tout un narratif qu'on a bâti sur la Russie et qu'il a fallu maintenir pour que justement aussi l'OTAN trouve toujours une raison de se maintenir et que les Américains trouvent des raisons de justifier les différentes interventions qu'ils ont faites. Il n'y a pas de menace russe, je veux dire, à un moment, pour les Américains, au contraire, ce qui a été très menaçant, c'est l'axe Paris-Berlin-Moscou, et un événement dont on a un peu reparlé ces dernières années, mais qui, à mon avis, a été très sous-estimé. Ça a été la rencontre entre le gouvernement polonais et le gouvernement russe, et, chose qui n'était pas aisée, la reconnaissance par le gouvernement russe du massacre de Katyn et voilà, des atrocités commises par le régime stalinien envers la Pologne à l'époque. Ce qui est toujours d'ailleurs un peu un débat hein, en Russie ou dans les relations russo-polonaises. On a un gouvernement qui a reconnu ses erreurs. Et après la cérémonie, on a cet accident d'avion, où très vite d'ailleurs, hein, très vite, dans les médias occidentaux, on va accuser la Russie, ce qui ne faisait aucun sens, puisque la Russie venait de sceller un accord, pas juste symbolique, qui avait une portée pratique, finalement on est en train de sceller une véritable réconciliation russo-polonaise. Et souvenez-vous, les relations russo-polonaises sont un obstacle dans la pacification du continent, dans la stabilité dans le continent. Et ça, c'est quelque chose qui a réouvert, et notamment ces dernières années, que les médias occidentaux, certains qui disaient que c'était sûrement une opération russe qui avait consisté à tuer un des frères Kaczynski et à décapiter vraiment l'État polonais. Mais dans quel but? De prendre le contrôle de l'État polonais? Ça ne faisait aucun sens.
Au contraire, la Russie venait d'atteindre quelque chose qui était quasiment inenvisagé avant, de faire la paix avec la Pologne. Une paix russo-polonaise, ça voulait dire une grande stabilité pour le continent. Ça voulait dire aussi pour les Américains ne plus pouvoir exploiter les souvenirs et les douleurs du passé, notamment les crimes du communisme, pour recréer des divisions entre les Russes et différentes populations d'Europe centrale. Ça a marché avec les Polonais, ça marche avec les Baltes, ça marche avec les Roumains, en partie avec les Moldaves. Par contre, étonnamment, ça n'a pas du tout marché avec les Hongrois. Bon, l'intervention des forces russes en Ukraine reposait sur deux objectifs stratégiques qui n'ont pas toujours été bien compris aussi en Occident. Quand on parlait de dénazification, on a accusé notamment la Russie d'utiliser le souvenir de la Grande Guerre patriotique et de une rhétorique soviétique en prenant comme excuse le fait du régiment Azov et ensuite de vouloir nazifier la société ukrainienne en tant que telle. La vérité est que le régiment Azov, Haïdar et d'autres sont présents effectivement, sont puissants, sont sur le champ de bataille, mais aussi ont été capables dans la société ukrainienne d'influencer politiquement et aussi par les autres partis comme Svoboda et d'autres, d'influencer la rhétorique politique plus générale en Ukraine, dans beaucoup de partis politiques, de se radicaliser. La dénazification, c'est donc ça du point de vue russe, c'était mettre fin au régiment, éliminer le régiment Azov, et puis aussi toutes ces foyers politiques de radicalisme anti-russe. La démilitarisation, c'était finalement neutraliser militairement le pays et ne plus lui permettre d'avoir une capacité militaire pour menacer la Russie ou à tout le moins les populations russophones dans le Donbass. La dernière déclaration du président russe à ce sujet ne sont pas suffisamment précises pour qu'on puisse vraiment comprendre les tenants, les aboutissants, ce vers quoi ça va amener. Mais en parlant de libération de l'Ukraine, alors, est-ce qu'il fait référence à la protection des territoires qui ont été annexés et reconnus comme faisant partie de la Fédération de Russie par la Constitution, des territoires d'ailleurs qui, en cas de négociation, ne pourraient pas être abandonnés par la Russie? C'est une question qu'on peut se poser. Ou est-ce qu'il fait référence à la libération de territoires plus larges, l'Ukraine jusqu'au Dniepr, par exemple, c'est ce que certains peut-être suggèrent, c'est-à-dire l'Ukraine russophone. Et puis, l'autre option, et ça c'est ce qu'on entendait chez les Occidentaux depuis un certain nombre de temps, qu'il s'agirait finalement d'envahir toute l'Ukraine et puis de l'annexer ou de la contrôler. Alors ça, c'est quelque chose, par contre, c'est une option qui ne ferait pas beaucoup sens, qui ne serait pas très rationnelle, puisqu'une fois que vous franchissez le Dniepr, il y a une démographie et une sociologie dont il faut tenir compte, une sociologie électorale notamment, qu'une fois que vous passez le Dniepr, eh bien, le soutien à la Russie ou le nombre de populations russophones favorables à la Russie, à faire partie de la Russie ou avoir une autonomie plus large dans le cadre de l'Ukraine, eh bien, ce nombre il chute. Plus on va aller vers l'ouest, et plus on se rapproche notamment de Lviv, plus on va se retrouver avec des populations déjà qui ne parlent pas russe, qui considèrent l'identité nationale ukrainienne d'un point de vue très restreint et qui sont tout à fait anti-russes. Et ça ne ferait pas sens. Puisque là, on se retrouve dans une situation, imaginons si l'armée russe occupe Lviv, ils feront face à une guérilla. Et ça ne serait pas très rationnel, par rapport aussi à la manière dont le conflit a été conduit. Est-ce qu'il s'agit de décapiter le pouvoir actuel, c'est-à-dire d'éliminer, d'avoir un nouveau pouvoir qui émerge, mais comment? Imposé par les forces russes ou qui viendrait d'élections contrôlées par la Russie ou dans un nouveau contexte politique ukrainien, lequel d'ailleurs dans un contexte post-guerre de ruine économique, d'incertitude politique, c'est quelque chose qui n'est pas facile à envisager. Ça relance un peu des spéculations, comme les hypothèses qu'à l'époque, la prise de Gostomel et l'encerclement de Kiev au début du conflit consistait à faire chuter le gouvernement de Zelensky, ce qui n'avait pas marché puisque les habitants de Kiev et de ces régions-là étaient restés plutôt fidèles au gouvernement. Et d'autres arguent au contraire que c'était une opération de diversion et de façonnage du front et pour créer une pression sur le gouvernement ukrainien dans le cadre des pourparlers et des négociations qu'on avait à l'époque. Pour l'instant, je n'ai pas d'éléments suffisamment précis là-dessus qui peuvent nous indiquer ce que ça signifie, mais je crois que peut-être, en tout cas, on peut le prendre comme
prise de contrôle des territoires réellement russophones où il y a un soutien pour la Russie, ce qui ne serait pas très nouveau d'ailleurs, intégration potentielle au territoire russe ou, parce que ça c'est pas une chose aussi non plus à négliger, si des nouveaux territoires, hein, les nouveaux oblasts ukrainiens qui sont intégrés au territoire russe, en cas de négociation ou en cas d'attaque ukrainienne contre ces territoires, il y aura une réponse russe. Et si le territoire russe, le territoire souverain russe est attaqué et que c'est une menace existentielle, souvenez-vous, la Russie peut répondre nucléairement. Est-ce que ça signifie de libérer une zone dans la région du Dniepr qui pourrait servir de zone tampon entre l'OTAN ou un gouvernement ukrainien pro-occidental et une Ukraine russe ou contrôlée par la Russie, et notamment aussi ces nouveaux territoires qui ont incorporé la Russie? C'est une bonne question. La question d'une zone tampon pourrait peut-être aussi offrir une protection pour la Russie. Pour l'instant, on ne peut que émettre des hypothèses, à mon avis, mais cette déclaration intervient quand même dans un contexte, encore une fois, de révision de la doctrine nucléaire russe. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une phase encore plus critique du conflit, et pas seulement du conflit, mais au niveau stratégique, sécuritaire, pour nous autres Européens ou Eurasiens, sur tout le continent, on est arrivé dans une situation très dangereuse et très critique. Dans la dynamique actuelle, il va être très dur justement de retourner à la table des négociations de bonne foi des deux côtés. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé à une situation d'escalade. La Russie révise sa doctrine nucléaire. Les Occidentaux et les Ukrainiens tentent des opérations de plus en plus spectaculaires et désespérées pour essayer justement d'avoir un effet de levier sur la Russie. Cet effet de levier, notamment avec l'invasion de la région de Kursk, c'était quoi? Pour avoir ce qu'on appelle en anglais bargaining chip, une pièce que vous pouvez échanger dans les négociations. L'idée n'était pas nécessairement stupide du point de vue ukrainien, bien que ça coûte très cher à l'Ukraine de maintenir ce contrôle territorial. Et on se dit peut-être qu'il visait la centrale nucléaire, ce qui était pour avoir un effet de levier encore plus critique sur la Russie, ce qui était très dangereux aussi, hein, qui était à double tranchant et qui pouvait nous amener à un conflit plus sérieux, nucléaire et autres, à une escalade vraiment bien plus dangereuse. On est maintenant dans une situation où ces dernières actions de l'Ukraine, où l'Ukraine pensait se mettre en situation de force dans les négociations, eh bien ça fait que la Russie maintenant refuse les négociations. Alors qu'avant ces actions, la Russie n'arrêtait pas à chaque fois de faire des avertissements, des mises en garde, de prévenir la partie adverse que bon, la négociation était la seule solution et que s'il fallait, comment dire, qu'il y ait une montée en puissance du côté russe, très bien, la Russie montrait en puissance, ça ne serait pas un problème, elle en avait les moyens. Maintenant, dans une situation où l'Ukraine a tenté d'imposer un rapport de force en vue de négociations, et ça ne marche pas puisque la Russie refuse ces négociations, et maintenant a une approche au contraire plus jusqu'au boutiste, justement. Donc on est dans une spirale, une escalade, enfin appelez-la comme vous voulez, mais c'est une situation dans laquelle il sera très dur de sortir. Peut-être que justement le facteur modérateur, enfin, entre guillemets, viendra peut-être des États-Unis et des résultats de l'élection américaine, quel que soit le président qui en sortira, peut-être si c'est Trump et qu'il est plus intéressé par la Chine, ou en tout cas qu'il veut plus se focaliser sur la Chine, on aura ensuite une désescalade, un désintérêt en Ukraine, après ce qui ouvre aussi plein de scénarios possibles, et je ne les ai pas en tête, ou ça ne serait pas très utile à mon avis de les voir maintenant. Mais en tout cas, une situation qui est bloquée. Et c'est là où les initiatives de puissances extérieures émergentes, comme la Chine notamment, hein, la Chine et d'autres pays font des propositions sur l'Ukraine, font des propositions aussi sur le conflit israélo-palestinien, eh bien c'est peut-être de là que viendra la solution. Peut-être d'une puissance extérieure qui arrive à parler aux différents blocs, qui a une crédibilité aussi diplomatique, politique, et puis une puissance militaire qui lui permettent d'assurer cette crédibilité. Donc c'est pas impossible qu'on ait un pays comme la Turquie ou comme la Chine qui va essayer de ramener les Européens, les Américains, les Russes et les Ukrainiens à la table des négociations. Mais dans la phase actuelle du conflit, c'est très difficile. Certains disent d'ailleurs qu'il ne se passera rien puisque les élections américaines approchent. D'autres au contraire disent justement parce que les élections américaines approchent et parce qu'il y a des gens dangereux parmi les néoconservateurs américains qui maintenant soutiennent pleinement les démocrates, on pourrait avoir une action désespérée ou une action
spectaculaires pour essayer de renverser la balance. Donc tout est possible, mais je crois que nous sommes dans une phase du conflit qui est très critique et très dangereuse. Alors, il est vrai que jusqu'à présent, on a eu tous ces avertissements de la partie russe, des exhortations à négocier. Maintenant, nous sommes dans une situation où la Russie, en certains diront, hausse le ton, et on se retrouve avec un président russe qui a une attitude bien moins conciliante et qui reflète plus celle de ceux qu'on considère comme les durs, Medvedev et d'autres, qui depuis le début considèrent que la Russie perd son temps avec l'Occident. Maintenant, si la Russie rentre réellement dans une logique de confrontation, au niveau conventionnel, face à l'Ukraine, elle l'emporte. Face à l'OTAN, elle arrive à maintenir une balance tant que l'OTAN ne s'implique pas directement. Mais si la Russie veut, comment dire, intensifier ses opérations ou tenter de l'emporter plus brutalement face à l'Ukraine ou face aux Occidentaux, les Occidentaux pourraient réagir aussi d'une manière inappropriée. En gros, nous sommes dans une phase sérieuse, grave, dangereuse du conflit actuel qui pourrait déraper et nous amener réellement sur une escalade nucléaire. Donc l'intransigeance de la position russe peut se comprendre, mais si en face on répond par la même intransigeance, il est à espérer qu'une puissance tierce comme la Chine ou la Turquie ou d'autres puisse comment dire, intervenir et puis s'intercaler, s'interposer entre les deux blocs. Parce qu'autrement, dans une logique de confrontation et d'escalade à la fin, personne ne gagnera. L'Ukraine sera éradiquée, mais la Russie le sera, et l'Europe aussi, et peut-être même les États-Unis. Les États-Unis qui d'ailleurs ont bien compris, d'où leur modération dans ces questions nucléaires, qu'ils ne veulent pas risquer leur peau pour Kiev, ils ne veulent pas risquer une annihilation nucléaire pour un pays étranger. Et ça, d'ailleurs, c'est la base un peu de l'approche rationnelle dans la dissuasion nucléaire pour tout pays qui possède ses armes. Il peut tenter aussi d'avoir un parapluie nucléaire pour en protéger d'autres, mais quand vient réellement l'option nucléaire sur la table, c'est seulement pour sa propre protection. On ne risque pas de disparaître pour un autre pays, qui lui-même, d'ailleurs, disparaîtra dans la foulée. On a vu dans les déclarations de dirigeants occidentaux, en particulier des ministres de la Défense et des Affaires étrangères français, toute la ribambelle qui s'est suivie, parce qu'il y a eu beaucoup de changements en France à ce niveau-là récemment, semblerait qu'on prenne très à la légère la question d'une escalade nucléaire. Alors peut-être que ces gens, ces gouvernants, eux, ont les moyens d'en réchapper, de survivre. Dans un monde post-nucléaire, d'ailleurs, la survie, c'est quelque chose qui serait très particulier, mais on a une génération qui semble avoir oublié ce qu'est réellement une guerre nucléaire, une guerre finalement dans laquelle personne ne survit, où les survivants vivront dans un monde qui n'est plus propre à la vie en tant que tel. Je suis d'une génération qui est celle de la fin de la guerre froide. Et les gens qui ont bien connu la guerre froide ont vécu constamment avec cette menace. Et vous avez même des militaires qui en parlent, dans les entretiens récemment, que le risque nucléaire était pris très au sérieux et que jouait un facteur modérateur dans les stratégies des États, notamment la stratégie de dissuasion nucléaire se base quand même là-dessus, c'est un peu le but, et puis aussi dans on va dire les approches ou les stratégies ou les politiques diplomatiques menées par les États. Et depuis la fin de la guerre froide, peut-être parce qu'aussi ce risque nucléaire avait disparu ou se présentait différemment sur des questions de prolifération, de risque de bombes sales ou de prolifération des groupes terroristes, on l'a un peu mis de côté, et peut-être que la nouvelle génération de dirigeants a oublié ce que c'est. Dans les années 80-90, on vient un peu sur un registre plus personnel, mais j'avais visité un bâtiment en Suisse alémanique, et dans la cave, j'avais vu une lourde porte blindée, et on m'avait expliqué que c'était un abri antinucléaire, en cas de guerre atomique, qui datait de la guerre froide. Et je m'étais rendu compte que venant de France, on n'avait pas ça en France.
Il n'y avait aucun abri anti-atomique dans un bâtiment d'habitation, un immeuble ou une maison. Il n'y avait aucune obligation. J'étais très jeune et j'ai compris rapidement qu'en cas de guerre nucléaire, ce qui faisait très peur, parce qu'on en parlait encore beaucoup à l'époque, les Suisses peut-être survivraient, ou en tout cas leur gouvernement avait pensé à la survie de son peuple. Alors que dans le cas des autres démocraties occidentales, je m'étais rendu compte finalement peut-être assez jeune que les gouvernements ne semblaient pas se soucier beaucoup de leurs citoyens, notamment en vue d'un potentiel holocauste nucléaire. Je crois qu'on a, en fait, on a des gouvernements en Occident et des dirigeants qui sont devenus de plus en plus irresponsables. Quand certains parlaient d'envoyer des troupes au sol ou de, de prendre des mesures qui pouvaient encore une fois arriver à une escalade nucléaire, ils semblent oublier que ce n'est pas qu'une hypothèse, que c'est un risque réel et qu'une fois que ce risque s'est matérialisé, c'est trop tard. S'il y a quelques survivants, bon, tant mieux pour eux, quoique la vie qu'ils auront dans un monde post-nucléaire ne sera peut-être pas très enviable. Et cette réalité-là, elle a été complètement oubliée par la nouvelle génération, alors que des gens plus âgés, aussi bien à l'ouest qu'à l'est, aussi bien dans les pays dits du monde libre que dans les démocraties populaires ou en URSS, les civils, il y avait comme un fort mouvement pacifiste parce que les gens n'étaient pas des ingénieurs nucléaires, des gens ordinaires, mais avaient compris quels étaient les risques réels amenés par une escalade nucléaire. C'est celui, comme on dirait en anglais, pour reprendre cette expression d'anglais, de l'holocauste nucléaire. Et c'est un terme qui est assez clair, je crois.